résolution. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le numéro 4 et le numéro 13. Monsieur Potier, le numéro 4. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet premier amendement, c'est une sorte d'actualisation par rapport à ce que nous avions défendu en Commission des Affaires européennes et que Mélanie Thomas a défendu en Commission des Affaires économiques. Entre-temps, il y a eu un débat 50-1 sur le Mercosur et nous rappelons donc cette déclaration unanime de notre Assemblée pour dénoncer ce Mercosur et notre opposition à la scission du traité. Donc c'est simplement une actualisation et la force de l'ensemble du Parlement en accord, je l'espère sans ambiguïté du gouvernement, que nous rappelons en préambule de notre déclaration. Je vous remercie. Monsieur Zizenschul pour le numéro 13. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. C'est quasiment le même amendement, je ne l'avais pas placé au même endroit. Et à la lecture d'ailleurs, je trouve que celui de collègue Potier est un peu plus fluide. Donc j'appelle l'ensemble des collègues à adopter le numéro 4 et le mien tombera ensuite. Voilà. Je vous remercie. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Oui, monsieur le député, monsieur le rapporteur, je vous remercie pour cette précision qui est bien utile en effet pour le texte parce que je crois qu'on peut en retirer une certaine fierté d'avoir organisé ce vote consultatif au sein de notre hémicycle et qui rappelle que dans notre immense majorité, nous sommes opposés à la conclusion de cet accord UE-Mercosur. Et de nouveau, c'est sans doute l'occasion pour réaffirmer que nous nous opposons à toute scission de cet accord qui conduirait à un contournement inadmissible de nos parlements et contournerait évidemment aussi la souveraineté de nos parlements. Donc la mention de ce débat réaffirme ce faisant notre attachement au respect des droits du Parlement dont la position a été plus que clairement exprimée. Donc l'avis est évidemment favorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Bien entendu, aucune difficulté de la part du gouvernement d'y apporter cette précision. Les débats ont eu lieu, les délibérations aussi, donc avis favorable. Merci. Je le mets aux voix avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vais tomber le numéro 13. Le numéro 7, Monsieur Potier. Oui, autre élément de contexte, notre Assemblée, à l'unanimité, demande la fin du Mercosur et son opposition totale à la scission. On rappelle son caractère, ça a été très bien dit par notamment Marie-Josée Lallemand tout à l'heure, cette scission qui permet, c'est un accord mixte, donc on a besoin à la fois d'un accord de l'Union européenne au nom de ses compétences et de l'ensemble des parlements nationaux et une unanimité au sein du Conseil des États. Donc ce rappel-là, il est en contradiction totale avec l'attitude qui a été celle de la présidente de la Commission européenne qui, à Montevideo, a représenté la France sur un accord qui n'est pas engageant juridiquement, mais politiquement est totalement à contrario de l'esprit des traités européens et de ce que nous avions de la Constitution européenne. Donc il est important de rappeler à la fois l'unanimité de notre Assemblée et notre condamnation de la présidente de la Commission dans son attitude, dans son déplacement en Amérique du Sud. Je vous remercie. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Oui, merci Monsieur le rapporteur pour cette remise en contexte. Sans doute un ajout lors de la conférence de presse du 6 décembre 2024. Madame Ursula von der Leyen a eu l'occasion d'affirmer que la signature de cet accord est une victoire pour l'Europe. Et il est opportun de rappeler que si Madame von der Leyen a le pouvoir de négocier, elle n'a pas le pouvoir de ratifier cet accord et de conclure les négociations, et que les États restent bien évidemment souverains en l'état. Deux éléments me paraissent devoir être rappelés. Si cet accord a été effectivement conclu à Montevideo, il peut encore être bloqué s'il n'obtient pas l'approbation du Parlement européen ou du nombre suffisant d'États de l'Union européenne. Et nous sommes bien dans cette phase stratégique où il faut le réaffirmer avec force. Et le déplacement d'Ursula von der Leyen contre l'avis de la France traduit une pratique de la politique à laquelle nous ne souscrivons pas. L'Europe s'est fondée dans le respect des valeurs démocratiques et en tenant compte de la voix de chacun de ses membres. Donc je suis favorable à l'amendement de mon collègue Potier. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la rapporteure, permettez-moi de préciser un élément sémantique très important. L'accord n'a pas été conclu à Montevideo. Et c'est bien ce pourquoi
ce que la Commission a annoncé à Montevideo n'engage pas le Conseil ni les États membres, et que donc, effectivement, pour reprendre les termes du président de la République devant les ambassadeurs, la messe n'est pas dite. Et donc, effectivement, ce n'est pas la fin des négociations et des discussions autour du texte tel qu'il est effectivement proposé. Mais donc, il n'y a pas de conclusion d'accord. Ça, c'est important aussi d'être d'accord sur ces termes-là. Donc, je considérerais plutôt que comme il n'y a pas de conclusion d'accord, il n'y a pas de nécessité d'insérer cette disposition que l'amendement propose, mais je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée. Je vous remercie. J'ai une prise de parole. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire que sur cet amendement, nous, ce qui nous dérange, c'est bien le fait d'indiquer qu'il y a une opposition ferme de la France sur cet accord UE-Mercosur, chose qui n'est pas vraiment le cas, puisqu'il n'y a pas une opposition ferme, c'est bien une opposition en l'état sur cet accord, et donc il reste une ambiguïté. Et donc, pour nous, nous ne pouvons pas soutenir cet amendement. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Ministre pour votre précision. Évidemment que nous partageons, il n'y a pas de conclusion de l'accord. En revanche, tout a été fait dans la mise en scène de la signature lors de cette phase du 6 décembre à Montevideo. Il y a eu une mise en scène signifiant ou laissant penser qu'il y avait bien la conclusion de quelque chose. Je crois que c'est essentiel que nous rappelions à travers ce texte que nous souhaitons évidemment poursuivre les débats au sein du Parlement français et puis des parlements européens. Je vous remercie. Je vais le mettre aux voix. Monsieur le ministre. Rapidement, Monsieur le Président, en rebond aux propos de Madame la députée là-dessus, je crois que vous démontrez effectivement une différence majeure, malgré, je crois, un accord unanime ici à l'opposition à l'état du texte tel qu'il est proposé. C'est effectivement à s'opposer systématiquement, finalement, aux propositions du rapporteur telle qu'elle a été faite, vous démontrez l'opposition systématique aux accords commerciaux. Et c'est la grande différence, finalement, entre la position du gouvernement et la vôtre, c'est qu'effectivement, la précision en l'état, elle est essentielle quand on croit au potentiel des accords commerciaux. Et c'est très différent d'être en désaccord avec un texte en l'état qui, par plein d'autres aspects et sur beaucoup d'autres textes, peut être favorable aux filières exportatrices françaises, mais là, en l'état, et la notion en l'état est importante là-dessus, il n'est pas acceptable pour la France. Donc c'est une différence notable, je vous remercie presque de l'avoir mentionné, parce que le gouvernement, et je crois beaucoup d'entre vous ici, ne sont pas systématiquement opposés aux échanges internationaux et aux accords commerciaux. Tout dépend effectivement de ce qu'ils contiennent, je crois que la précision est importante. Je vais le mettre aux voix. Donc, il va y avoir commission défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le numéro 11, M. Zitzenstuhl. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement numéro 11 a pour objectif d'ajouter dans la liste des visas le sommet européen, dont tout le monde se souvient, je pense, de mars 2022, sommet européen qui s'était passé pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne à Versailles et qui était bien sûr en réponse à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et là où je pense qu'il est intéressant de le mentionner dans la proposition de résolution de nos collègues, c'est qu'il y avait en fait une mention importante des enjeux alimentaires. Je rappelle notamment le point 21 de la déclaration qui dit que nous améliorons notre sécurité alimentaire en réduisant notre dépendance aux importations des principaux produits et intrants agricoles. Et d'une certaine manière, ça fait un peu écho aussi à l'objectif de cette proposition de résolution, puisqu'on parle beaucoup d'importation de produits agricoles. Après, il y a tout un débat sur le devenir de cette déclaration de Versailles. Ça va faire bientôt 3 ans. Mais je pense qu'il est aussi important qu'on puisse en discuter au sein de notre Assemblée.
il n'est pas certain que l'ensemble de ce qui se trouvait dans la déclaration de Versailles de mars 2022 ait forcément été correctement mis en œuvre par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Et donc voilà, je pense que c'est aussi un moyen de leur rappeler qu'il y avait des attendus dans cette déclaration de Versailles et qu'il faut que l'Union européenne, là aussi, délivre ce qui a été promis il y a 3 ans. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, monsieur le député, pour votre proposition de rajout. En effet, rappeler l'organisation de ce sommet de Versailles, c'est sans doute marquer une part de solennité aussi dans ce texte. Et c'est aussi rappeler les engagements pris par les chefs européens. Et cela ne peut que pousser évidemment dans le bon sens ce que nous souhaitons porter à l'échelle de l'exécutif européen. Donc je vous remercie et avis favorable. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Favorable. Monsieur Bitot. Merci, Monsieur le Président. Il est question, et c'est salutaire, de vouloir réduire nos importations et essayer d'avancer vers davantage de souveraineté alimentaire. J'entends aussi dans cet hémicycle la volonté de continuer de faire de l'Europe, de la France, une force exportatrice. C'est le principe des vases communicants, mes chers collègues. C'est-à-dire que tant qu'on aura la volonté de vouloir mobiliser des surfaces pour exporter des denrées agricoles, c'est autant de surfaces dont on ne disposera pas pour produire les denrées qu'on pourrait consommer localement. Et donc, chaque fois qu'on s'engage sur davantage d'exportation, on s'engage aussi vers davantage d'importation. Et donc, pour répondre à Monsieur le ministre tout à l'heure qui nous disait qu'il y avait une différence de principe sur les accords de libre-échange, quand on a compris ce que je viens d'expliquer, qu'on est dans un principe de vase communicant, on peut peut-être imaginer que bien sûr on continue des échanges commerciaux à l'échelon planétaire pour certaines denrées agricoles. On ne sait pas produire de cacao, on ne sait pas produire de bananes encore dans l'Hexagone par exemple, ou même en Europe, sauf si on intègre les territoires ultramarins. Mais on a quand même un vrai sujet avec les productions agricoles, parce que se nourrir est un besoin primaire. Et donc nous devons imaginer des accords commerciaux qui feraient de l'alimentation, de la nourriture, une exception agroculturelle et qui seraient écartés de ces accords de libre-échange de manière à ce que la nourriture ne soit plus la variable d'ajustement, la monnaie d'échange pour vendre des grosses voitures ou des gros avions à l'autre bout de la planète. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur de la Commission des affaires européennes. Oui, c'est peut-être le moment de montrer ce qui nous rassemble et puis peut-être les nuances où nous avons encore à converger. Moi, je rejoins pour le coup totalement Benoît Bitot. Qu'est-ce qu'une solution pour nourrir le monde, pour nourrir 10 milliards d'habitants? Toutes les études prospectives le montrent. Je pense aux études Agrimonde notamment, qui étaient conduites par l'INRAE, par le CIRAD et par un consortium d'une dizaine d'universités à l'échelle mondiale. Il faudra échanger juste ce qu'il faut et le faire de façon juste. La règle est simple, juste ce qu'il faut. Donc ça ne sert à rien d'échanger du lait de chaque côté de l'Atlantique, ça ne sert à rien d'échanger de la viande bovine, on sait le faire des deux côtés. Par contre, les échanges avec le Maghreb sont structurels de l'économie, de la démographie autour de la Méditerranée. Par contre, évidemment, il y a des produits singuliers que nous allons exporter des tropiques, que nous allons importer des tropiques, et puis d'autres savoir-faire gastronomiques que nous allons exporter. Juste ce qu'il faut pour garantir la souveraineté alimentaire. Ce que je voudrais dire à nos collègues de LFI, je ne désespère pas d'accord structurel entre l'Union européenne et d'autres parties du monde qui soit fondé sur le respect des limites planétaires et sur le respect des droits humains. Cela passe, nous y reviendrons, par des directives européennes à laquelle nous avons travaillé qui sont aujourd'hui menacées. Cela passe par des mesures miroirs, et je dois dire à notre collègue qui s'est exprimé tout à l'heure pour LFI, que non, nos mesures miroirs ne sont pas des illusions, des miroirs aux alouettes. Elles fonctionnent, elles peuvent fonctionner effectivement. On en a la démonstration, c'est le cas de la filière de l'agriculture biologique à l'échelle européenne. Les certifications garantissent la santé de la filière en termes de sécurité. C'est le cas du commerce équitable. Le commerce équitable est fondé sur un système de certification privée qui n'est pas encore garanti suffisamment par la puissance publique, mais qui fonctionne. Donc ce que nous proposons à une expérience, il y a des laboratoires, la bio, le commerce équitable, nous proposons de l'étendre dans ces principes. Et Monsieur le Ministre, c'est peut-être une différence que j'ai avec vous, je ne veux pas dire une opposition, mais c'est une différence, c'est que ces mesures miroirs, de façon systémique, dès lors qu'elles ne sont pas confiées, et quand on regarde les rapports des audits de la Commission européenne,
où des fonctionnaires européens se déplacent au Canada, au Brésil. Le rapport qu'on concerne les biostimulants pour la viande bovine, les luttes antimicrobiennes, etc., ils rapportent tous que les filières ne sont pas conformes ni au Canada, ni au Brésil, ni ailleurs. Donc la Commission européenne ne va pas envoyer des fonctionnaires en permanence partout dans le monde. Ça ne vole pas. La seule solution, c'est les organismes tiers certifiés par l'Union européenne. Cela fait la preuve sur le marché européen, dans certaines filières, il s'agit de le systémiser. Cela, certes, a un coût pour les opérateurs. Ce n'est pas de la bureaucratie, c'est du contrôle fait par des opérateurs privés certifiés. Ce contrôle a un prix qui est bien moins important que le coût de la destruction de nos écosystèmes et de l'atteinte à la santé humaine. Donc il y a une voie raisonnable, non bureaucratique, de contrôle de nos échanges. Et il y a là un chemin que nous pouvons poursuivre. Et je vous fais la proposition au nom du groupe socialiste de nous mettre autour de la table ensemble, avec peut-être le ministère de l'Agriculture, pour voir comment ces mesures miroirs peuvent de façon effective et non bureaucratique être une garantie de sécurité sanitaire et de protection de notre bien commun écologique. Merci. 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 Je mets donc aux voix cet amendement avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 6, Monsieur Potier. Et on sera peut-être plus rapide sur le reste, mais ici, permettez qu'on s'attarde quelques instants. Au moment où nous parlons, nous essayons de faire en sorte de créer une sorte d'antidote d'abord au Mercosur, et de trouver un antidote plus universel contre le commerce inéquitable, celui qui détruit encore une fois la dignité humaine et nos biens communs écologiques. Au même moment, l'Union européenne, sous l'impulsion des États, et c'est une forme de honte pour nous, dont la France, dont le gouvernement français, demande une remise en cause de 2 directives qui ont été le fruit d'un très long travail, un travail fondé sur une démocratie exemplaire. Je pense au devoir de vigilance. Le devoir de vigilance des multinationales, il est né dans l'esprit des ONG, des syndicats, à l'échelle française, à l'échelle européenne. C'est un très long combat qui vient du terrain de la société civile, qui entend le cri de la terre, le cri des pauvres et qui dit « les multinationales sont responsables de leur chaîne de production mondialisée » et c'est repris par le Parlement. C'est repris par la gauche, par le groupe socialiste, mais également les écologistes, des centristes, quelques républicains. Et ça devient, au bout de 50 combats, une loi pionnière. Cette loi pionnière inspire, quelques années plus tard, une directive européenne. Et j'ai aujourd'hui des invitations non seulement au Canada, mais en Corée du Sud, au Japon. Le monde s'intéresse à ce que nous avons inventé comme la force du droit, comme dit Mireille Delmas-Marty, pour protéger, encore une fois, l'irréductible de la dignité du travail partout dans le monde. Refuser le travail des enfants, refuser tous les Rana Plaza du monde, refuser l'insécurité généralisée, la menace sanitaire sur les travailleurs brésiliens sur les épandages de pesticides. Il y a lutter contre la déforestation. Il y a une loi qui permet cela. Cette loi, pour des logiques de compétitivité, pour des logiques de panique face au trumpisme naissant, l'Union européenne entend, à travers une procédure omnibus, les remettre en cause. Tout le monde est d'accord pour dire que la CSRD, le reporting extra-financier dont Gérard Le Seul est un des spécialistes, mérite une simplification. Monsieur le ministre, sur ce point-là, nous sommes d'accord. Il faut simplifier pour aller à l'essentiel. Il ne faut pas amputer, il faut garder la biodiversité, le climat, les droits humains, mais il faut simplifier. Par contre, mettre le devoir de vigilance, qui relève de la responsabilité civile, où l'on parle de vie humaine, encore une fois, de travail des enfants, de travail forcé, d'esclavage moderne, de lutte contre l'exploitation des Ouïghours. Mettre ce devoir de vigilance dans l'omnibus aujourd'hui, c'est le mettre dans une lessiveuse où il risque, dans le contexte politique actuel, de perdre son âme. Et toute l'Europe avec. Face au trumpisme, Monsieur le ministre, nous devons réaffirmer les valeurs de l'Europe. Au contraire, et les normes que nous proposons en matière de respect des droits humains et des droits sociaux seront notre bouclier, notre seule manière de nous défendre face à l'agressivité américaine, à l'agressivité commerciale chinoise et à tous nos compétiteurs. Nous devons au contraire retrouver notre boussole éthique, en faire une force dans la mondialisation. Nous devons remettre d'actualité ces directives. Et je voudrais le dire avec solennité aujourd'hui, confirmé par Boris Vallaud à l'instant. Au nom du groupe socialiste, je peux donc l'exprimer. Nous déposons une demande de déclaration du gouvernement et de débat dans cet hémicycle au titre de l'article 50-1 dans cet hémicycle pour que ces négociations autour de directives pour lesquelles nous avons été pionnières ne se règlent pas entre des lobbies de Business Europe et Bercy, mais soient débattues dans cette Assemblée. Merci.
Je rappelle pour le bon déroulé de nos travaux que la prise de parole sur ces amendements, c'est 2 minutes. Voilà. Merci. Voilà. Madame la rapporteure, pour l'avis de la commission, s'il vous plaît. Oui, très simplement, vous dire, monsieur le rapporteur, qu'évidemment je suis favorable à cet amendement qui renforce les motivations pour lesquelles nous avons œuvré pour cette proposition de résolution européenne. Dire également que nous sommes opposés de façon très vive à la tentative dite omnibus de revenir sur des textes déjà entrés en vigueur. Ce projet, au passage, qui est porté par Ursula von der Leyen en premier lieu, qu'il remet en question les directives très importantes que vous avez citées, que nous sommes nombreux à défendre autour du pacte vert sur la responsabilité sociale, environnementale des entreprises, et que notre rôle de parlementaires nationaux, c'est aussi savoir tirer la sonnette d'alarme lorsqu'il y a des décisions qui contreviennent au sens de l'histoire. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Ce sera un avis défavorable davantage de forme que de fond, puisqu'effectivement, le sujet de la simplification du secteur agricole et omnibus sont quand même des sujets distincts en soi. Et donc, je ne donnerai pas un avis favorable en tant que tel pour l'insérer dans votre proposition de résolution. Ceci dit, le débat, vous avez raison de le porter. Vous avez raison de le porter. Et quand vous dites qu'il faut retrouver notre boussole éthique, je reprends vraiment vos termes, je ne crois pas qu'on ait perdu notre boussole éthique. Je ne crois vraiment pas. Je crois qu'il ne faut absolument pas s'empêcher, au contraire même, je pense qu'il faut s'obliger à concilier simplification, efficacité et durabilité et vigilance. Je crois que là-dessus, on peut tout à fait se rejoindre. Ce n'est pas un renoncement que de chercher à simplifier la vie de nos entreprises pour pouvoir permettre de continuer à avoir en Europe compétitivité et croissance, quand nous sommes pionniers, vous l'avez dit, sur les enjeux de résilience et de durabilité. Si nous considérons que les deux sont opposables, opposés, antinomiques, alors effectivement, je vous invite à relire rapport Draghi, tout ce qui présente le fait que la réglementation européenne telle qu'elle est proposée peut effectivement nous faire perdre 10 points de compétitivité. Tout ça, ce n'est pas des fantasmes. Et ce n'est pas par rapport à l'arrivée du nouveau président américain. C'est factuel. Et donc on doit simplifier. On doit faire en sorte que sur la durabilité et sur le droit de vigilance, ces avancées sont souhaitables et nécessaires. Et la France, qui était à l'origine et pionnière de ces réglementations, doit continuer à les défendre, et là-dessus on se rejoint, mais se priver de la recherche permanente de simplification pour que les entreprises, notamment les PME et les entreprises de taille intermédiaire, puissent rester compétitives et ne pas avoir un fardeau réglementaire les empêchant, non seulement sur leur propre marché, de gagner en compétitivité, mais aussi d'exporter, je crois que c'est tout simplement de la responsabilité européenne. Sinon, l'Europe peut décrocher. Ça, je le pense profondément. Sinon, l'Europe peut décrocher. S'il n'y a pas cet effort de simplification, alors l'Europe peut décrocher. Et c'est ça qui est porté par la note des autorités françaises à la Commission européenne. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une proposition de renoncement, ni au devoir de vigilance, ni à la durabilité, ni au reporting de durabilité, ni l'un ni l'autre. Et donc, ce que nous proposons, c'est que, notamment nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire, soient davantage protégées et que cela porte davantage sur les grands groupes, notamment sur le sujet du devoir de vigilance, et que sur le sujet du reporting de durabilité, il puisse y avoir un plafonnement, notamment dans la chaîne de sous-traitance. C'est ça qui est proposé par la France. Ce n'est pas un renoncement. Et là-dessus, il faut qu'on converge. Je crois profondément. Il faut qu'on converge. Parce qu'il faut qu'en France, on ait un vrai consensus sur la boussole éthique que vous prenez et que la France porte au niveau européen et que l'Europe porte au niveau mondial. Et la recherche permanente de recherche de compétitivité et de croissance. Sinon, tout cela ne restera plus que du débat théorique. Or, nous avons besoin d'une Europe puissance industrielle et commerciale. Et donc, on a besoin de rendre nos entreprises et nos industries compétitives dans cet environnement mondial. Nonobstant la nouvelle administration américaine, j'ai presque envie de vous dire, c'est un sujet qui, de toute façon, doit être abordé. Écoutez les entreprises françaises et européennes, elles ont besoin d'un choc de simplification par rapport à ces réglementations. Ces réglementations qui ont des intentions bonnes et qu'il nous faut défendre. Mais ces réglementations qui peuvent devenir
non seulement un frein à la compétitivité, mais un vrai risque de décrochage pour nos entreprises. Et donc ça, il faut qu'on l'entende. Et il faut qu'on entende finalement ces deux facteurs qui sont essentiellement clés pour l'avenir européen en tant que puissance industrielle et commerciale. Si l'on souhaite ensemble, et je suis sûr que c'est notre cas ensemble, que l'Europe soit une puissance industrielle et commerciale. Et donc on a besoin d'entendre justement ces alertes-là, tout en défendant notre modèle sur la durabilité et sur la résilience, qui est effectivement celui qui a prévalu à ces réglementations. Donc c'est pour ça que ce sera un avis défavorable davantage de forme que de fond, puisque je crois qu'on se rejoint sur beaucoup de sujets, mais je nuance quand même votre propos, parce que n'opposez pas, monsieur le rapporteur, vigilance, durabilité avec croissance et compétitivité. Ça serait l'Europe qui aurait tort, je crois, par rapport à cette nouvelle compétition économique et donc aussi agricole mondiale. Je vous remercie. Alors, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vais expliquer pourquoi il y a un avis favorable de la Commission des Affaires économiques à cet amendement. Bien. D'abord, vous l'avez pu le constater vous-même dans la presse, il y a effectivement, disons, des tentatives, y compris de la part du gouvernement français, d'affaiblir manifestement à Bruxelles un certain nombre de règles qui sont dans le devoir de vigilance, le CSRD et d'autres. Et je le rappelle, quand vous parlez de simplification, on parle de quoi? C'est quoi le devoir de vigilance? C'est par exemple tout simplement des règles de l'Union européenne qui font qu'on ne veut pas que les multinationales s'appuient sur le travail des enfants. On ne veut pas que les multinationales s'appuient sur l'esclavage. C'est ça qu'il y a dans le devoir de vigilance. Alors si la simplification, c'est d'accepter que des multinationales, par exemple, bénéficient du travail des enfants, il faut le dire. D'accord ? Et donc voilà pourquoi, dans la Commission des affaires économiques et avec cet avis favorable, nous pensons qu'il est important de redire que ces progrès qui ont été tout de même fait à l'échelle de l'Union européenne, eh bien que ces progrès-là ne soient pas totalement, je dirais, détricotés dans les quelques semaines et les mois à venir. Voilà, je crois, le sens de cet avis favorable de la Commission des affaires économiques à cet amendement. Merci. Alors j'ai deux rebonds, M. Bitot et M. Potier. M. Bitot. Merci, Monsieur le Président. L'objectif de cette proposition de résolution européenne, c'est bien sûr d'envoyer depuis la France, depuis cet hémicycle, un message à l'Union européenne au sujet des mesures miroirs et non pas des clauses miroirs, madame. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez évoqué les clauses miroirs, c'est pas la même chose. Les mesures miroirs, c'est scellé dans le marbre, dans le granit, parce que les Bretons préfèrent que je parle de granit. Le principe de mesures miroirs. Et nous sommes, justement parce que nous sommes dans une démarche qui vise à attirer l'attention de l'Union européenne, nous sommes en pleine discussion de la PAC post-2027. Et donc ces mesures miroirs doivent être définitivement inscrites dans les réglementations de la PAC via le rapport de l'Organisation commune des marchés, de manière à ce que ce débat, celui qu'on a aujourd'hui, soit définitivement terminé et que définitivement on protège la compétitivité des agriculteurs. Parce que, monsieur le ministre, il y a un biais dans votre raisonnement. Vous parlez de boussole éthique, vous parlez de compétitivité, vous parlez de croissance. Sauf que ce qui nous rassemble aujourd'hui dans l'hémicycle, c'est le sujet de l'agriculture. Or, ce qui menace l'agriculture demain, ce qui menace, quand même, très, très largement, ce qui menace l'agriculture, ce qui menace la souveraineté alimentaire, ce qui menace la productivité de la ferme Europe, ce qui menace donc le revenu des agriculteurs, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et donc, on ne parlera plus de croissance, on ne parlera plus de compétitivité quand on aura laissé le climat se dérégler de façon irréversible, quand la biodiversité ne sera plus là pour accompagner les agriculteurs dans leurs gestes de production. Et donc, on a besoin de ces mesures miroirs, non pas pour laver plus blanc que blanc ici en Europe, mais parce que l'Europe doit montrer le chemin du parcours que doit parcourir la planète pour réussir à s'attaquer frontalement au dérèglement climatique, justement pour préserver notre souveraineté alimentaire. Et donc le biais de votre raisonnement sur la croissance et la compétitivité, c'est celui-là. Je vous remercie, Monsieur Potier.
Et de façon plus brève, Monsieur le Président, je vous le garantis. Monsieur le Ministre, moi je suis heureux qu'on ait amorcé ce débat. Et ce débat, il va se poursuivre à travers la demande d'une déclaration du gouvernement au titre de l'article 50-1. Et nous aurons l'occasion de vous expliquer. Nous avions écrit au Premier ministre François Bayrou avec Boris Vallaud cette semaine pour lui demander quelle était la nature de la note administrative française dont Politico et Mediapart ont donné des versions qui sont contestées par le ministre de l'Économie. Faisons la clarté. Quelle est la note de l'administration française à Bruxelles concernant le devoir de vigilance et la CSRD? Je voudrais vous dire très clairement, on ne va pas se faire de mauvais procès entre nous, mais ici, et se dire les yeux dans les yeux, cher Laurent Saint-Martin, que personne ne souhaite rendre l'impunité sur le travail des enfants. Personne ne souhaiter le rétablissement et la victoire de Shine et l'oubli des victimes du Rana Plaza. Je le dis avec une certaine gravité. Mais alors, il faut prendre les choses au sérieux. La remise en cause de la CS3D dans l'omnibus, c'est sa fin de son essence principale, parce que les majorités politiques aujourd'hui au sein des États comme du Parlement sont dangereuses pour cette directive qui est essentielle, encore une fois, pour protéger des vies humaines et nous affranchir de l'esclavage moderne. Donc je le dis avec une certaine gravité, une réforme de niveau 2, oui, une réforme de niveau 1 à l'échelle européenne, ce n'est pas un détail, ça change tout et il est encore temps de sauver le devoir de vigilance et de réformer intelligemment le reporting extra-financier. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, en rebond, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le député Vito, je suis d'accord avec vous. C'est pas moi qui ai porté l'amendement qui, effectivement, est assez cavalier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai donné un avis défavorable, puisqu'il ne traite pas des sujets agricoles. C'est pas omnibus, les sujets agricoles. Voilà. Donc moi, je réponds à l'amendement. J'ai la courtoisie de répondre au fond de l'amendement du rapporteur. Donc ne me reprochez pas de répondre sur le fond de l'amendement. Et par ailleurs, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les mesures miroirs. Vous voyez, on peut se retrouver quand même sur cela. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement est favorable à cette PPRE, par ailleurs, je le répète. Sur quand même le sujet, permettez-moi d'y revenir, notamment sur les propos de la présidente Trouvé. D'abord, ne caricaturez pas, s'il vous plaît, sur le sujet travail des enfants multinational. Justement, j'ai dit que la proposition française à la Commission, c'était de concentrer l'effort du devoir de vigilance sur les grands groupes pour protéger nos plus petites entreprises d'un fardeau réglementaire trop lourd. N'allez pas me dire que la problématique du travail des enfants, c'est la problématique des PME de nos régions. C'est pas vrai. Et vous le savez parfaitement. La question, c'est comment est-ce qu'on n'alourdit pas le quotidien de nos PME et de nos entreprises de taille intermédiaire dans nos régions sur des réglementations légitimes qui concernent les grandes entreprises. C'est ça la question. C'est ça la simplification. La simplification, c'est pas le détricotage. On peut quand même se mettre d'accord là-dessus. Vous croyez toujours que c'est une reculade sur les droits de l'homme, sur les avancées environnementales ou sanitaires, que de s'adapter à la réalité du patron de PME dans nos régions. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'à la fin, notre tissu de PME et d'ETI, si on l'appauvrit, si on l'affaiblit, parce que la contrainte administrative devient insupportable, et vous le savez parce que vous les écoutez aussi, les patrons de PME dans vos régions, ils ne pourront plus être compétitifs et être des générateurs de croissance dans notre pays. Je vous le dis. Si on ne sait pas s'adapter à une réglementation qui devient insoutenable pour eux, ils mettront la clé sous la porte. Et ils partiront. Cette réalité-là, ce n'est pas une idéologie du ministre Auban, ce n'est pas une idéologie gouvernementale, ce n'est même pas une idéologie du tout, c'est tout simplement entendre. Je ne savais pas que Bernard Arnault était patron de PME, monsieur Echeniz. Vraiment. Et tant que vous serez dans cette caricature-là, tant qu'une entreprise de France sera l'équivalent d'une grande multinationale, alors vous ne comprendrez jamais la vie de nos PME. Alors vous ne comprendrez jamais qu'un patron de PME ne peut tout simplement pas subir la lourdeur administrative et réglementaire qu'on lui impose aujourd'hui. Et donc si vous ne redonnez pas d'oxygène à notre tissu entrepreneurial français, vous n'aurez plus ce tissu entrepreneurial français. Point à la ligne. C'est peut-être votre objectif politique, mais je sais que ce n'est pas celui de M. Potier. Et donc je vous demande vraiment d'entendre, pour clore ce sujet-là, parce que ce n'est pas le sujet agricole, je vous demande sincèrement d'entendre le cri d'alarme de nos patrons de PME et d'ETI dans nos régions pour adapter ces réglementations à leur quotidien et à leur capacité à garder une compétitivité et une capacité de croissance pour notre emploi, pour nos régions et pour nos territoires. Merci. J'ai une demande de rebond encore, mais je vous prie de clore ensuite la discussion sur cet amendement. Je crois qu'on a eu une discussion assez longue et une assemblée assez éclairée. Monsieur Zizenstuhl. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Oui, on a une discussion longue, mais le règlement dit bien, article 100-7, qu'il doit y avoir un avis contraire
qui puissent s'exprimer. Je veux juste aller rapidement. Le débat est important. Pas pour rien que dans la presse, depuis plusieurs mois, ce sujet ne cesse de monter. Et je pense que tous les groupes politiques ont envie d'avoir ce débat, chers collègues. Néanmoins, moi, je m'interroge sur le fait de le faire figurer dans cette proposition de résolution. Et c'est pour cette raison que nous allons voter contre votre amendement, pas parce que nous refusons le débat sur ce sujet important, mais parce que rien que la façon dont vous l'intégrez dans votre texte, c'est-à-dire que vous voulez glisser votre amendement entre l'alinéa 19 et l'alinéa 20. L'alinéa 19, il parle des viandes issues d'animaux. L'alinéa 20, il traite de substances. Enfin, votre proposition de résolution, elle est quand même essentiellement sur les sujets d'alimentation et les sujets agricoles. Là, on est sur un débat de politique économique, de politique industrielle. Donc c'est pour cette raison que nous serons contre cet amendement. Madame la rapporteure. Oui, juste très brièvement pour repréciser. En effet, vous pouvez penser, monsieur le député, que cet amendement est cavalier. Pourtant, quand nous travaillons avec les filières agricoles, quand nous travaillons avec le monde agricole dans nos territoires, l'économie, elle est globale et les emplois, ils sont directs et indirects. Et donc, quand on parle aujourd'hui de la question des concurrences déloyales, en particulier à travers l'accord commercial UE-Mercosur, nous avons envie aussi de parler de tous ces sujets de directives européennes, des questions des multinationales, de l'impact sur l'agroalimentaire d'un certain nombre de directives européennes. Donc, nous sommes dans le sujet. C'est vrai que le groupe socialiste, il se saisit de l'opportunité pour pouvoir passer notre message, notre initiative d'activer le 50-1, mais globalement, c'est un tout, c'est une réflexion globale et c'est important de ne pas désosser quelque part cette réflexion qui est utile à l'ensemble du monde agricole que nous défendons et la ruralité en général. Je vous remercie. Madame la présidente de la Commission des affaires économiques, très brièvement. Très brièvement, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, juste pour dire qu'en Commission des affaires économiques, il se trouve qu'on reçoit des grands patrons et des plus petits patrons, quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine en réalité, et que d'ailleurs, ça a des enseignements... c'est très instructif parce que je n'ai pas entendu dire qu'ils voulaient remettre en cause par ailleurs le devoir de vigilance, certainement pas les TPE et PME. Vous voyez, hier, on avait Patrick Martin, mais aussi les numéros 1 de la CPME et de l'UDP. Voilà. Et moi, ce que j'ai entendu plutôt, c'est la volonté d'une meilleure protection commerciale aux frontières. Voilà. Ce que j'ai entendu, c'est une meilleure régulation des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants, c'est-à-dire des multinationales vis-à-vis des TPE et PME. Ce que j'ai entendu, c'est que les aides aux entreprises aillent bien davantage vers les TPE. Et je pourrais même parler aussi du blocage des prix de l'énergie, qui est une revendication très ancienne de ces TPE et PME. Voilà. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer au vote avec un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro 8, Monsieur Potier. Il est plus technique que le précédent et il précise que la réforme envisagée par le commissaire européen en charge de l'agriculture de l'Organisation commune des marchés, telle que régie par le règlement UE 1308-2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Je le dis d'emblée, des collègues eurodéputés sont en train de se saisir de notre proposition de résolution européenne sur les mesures miroirs et de leur systématisation pour l'introduire dans la réforme de l'organisation commune des marchés. Donc notre délibération ici trouve sa bonne portée dans la réforme des marchés européens, telle qu'elle pourrait être portée, je l'espère, par un maximum de groupes qui sont nos groupes frères dans l'Union européenne. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, nous pensons qu'il faudra tenir compte des besoins de nos agriculteurs lors de la prochaine révision de ce règlement OCM, donc avis favorable. Merci. Monsieur le Ministre. Même avis. Double avis favorable, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le numéro 9, Monsieur Potier.
c'est un argument technique de précision, mais qui a une portée importante. Ça a été un long combat pendant la loi Egalim, avec des rebondissements qui sont épiques. C'est l'interdiction d'exportation des produits phytosanitaires que nous avons interdits dans l'Union européenne. Il se trouve que la constitution de l'être humain est la même ici au Nigeria, au Nicaragua, en Europe. Il se trouve que nos écosystèmes obéissent dans un principe d'unité de la planète à peu près aux mêmes impacts. Donc si c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour les pays tiers. Et simplement, on ne peut pas interdire un produit chez nous et le vendre et le fabriquer, ce qu'on fait actuellement en France, en Allemagne, et l'exporter dans d'autres pays. Donc ce principe de réciprocité, je le dis parce que nos principes que nous défendons, ce ne sont pas des principes souverainistes. On peut être parfois souverainiste d'un côté et libre-échangiste de l'autre. C'est une contradiction ontologique. Nous demandons un principe de souveraineté solidaire, de souveraineté équilibrée. Donc si on est contre l'importation de produits que nous avons interdits chez nous, nous devons pour le moins nous interdire d'exporter ce que nous avons interdit chez nous. C'est un principe de base de justice universelle. Il y avait dans l'article 83 de la loi Egalim une faille que les décrets n'ont pas su corriger, n'ont pas voulu corriger. On a interdit l'exportation de produits, mais pas de molécules. Donc la précision que nous faisons ici, c'est de dire que nous cessons d'exporter des substances actives. Ce terme recoupe en effet à la fois les molécules et les produits qui sont fabriqués avec adjuvants, mélanges, etc. Je vous remercie. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. Favorable. Merci, Monsieur le Ministre. Favorable. Double avis favorable, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vous annonce que sur le vote de la proposition de résolution, je suis saisi par le groupe Rassemblement National et par le groupe Socialiste apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement numéro 3, faisant l'objet d'un sous-amendement. Madame Le Grip. Madame Le Grip n'est pas là. Ah, merci, pardon, excusez-moi. Présentation du numéro 3. Vous pouvez présenter l'amendement. Pardon, Monsieur le Président, excusez-moi pour ce moment d'inattention. Oui, par cet amendement 3, j'ai souhaité préciser, on va dire que c'est un amendement rédactionnel, préciser et clarifier quant à ce que j'évoquais d'ailleurs dans mon propos liminaire, le périmètre des interdictions d'importation dans le marché intérieur, afin qu'il n'y ait pas de confusion ou de divergence d'interprétation, afin qu'il y ait plus de lisibilité dans le cadre même des règles du marché intérieur. Donc je voulais ajouter qu'il s'agissait de considérer les différents produits et substances interdites en l'état présent du droit communautaire. Je suis consciente de l'imperfection sémantique, mais voilà, tel était l'esprit, apporter une clarification sur le périmètre des substances interdites en l'état présent du droit. Je vous remercie pour la présentation du sous-amendement, Monsieur Potier. Très rapidement, en commission des affaires économiques, nos collègues de LFI avaient demandé à ce que soit compris dans ces mesures miroirs l'interdiction des substances les plus dangereuses. Moi, je trouve qu'il est, bien sûr, on partage, et c'était un amendement qui était bienvenu. Notre collègue Constance Le Grip apporte une précision fondamentale. Le plus dangereux, juridiquement, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, tel qu'interdit, défini et interdit par l'Union européenne, c'est très précieux. Et simplement, pour rendre hommage à l'origine de l'amendement, je précise, interdit par le droit européen, parce que dangereux au sens défini par les autorités compétentes. Donc ça permet de réconcilier sur ce sujet toutes les parties. Merci. Je vous remercie. Madame la rapporteure, l'avis de la commission sur le sous-amendement et sur l'amendement, s'il vous plaît. Oui, donc merci Monsieur le Président. Je souhaite donner un avis favorable à l'amendement de Madame Le Grip sous réserve de l'adoption du sous-amendement de mon collègue rapporteur, parce qu'en effet, ce sous-amendement est le bienvenu lorsqu'on vise strictement les substances interdites par le droit communautaire, comme le suggère Madame Le Grip. Cela fait œuvre utile, mais expose notre proposition de résolution au risque d'une compréhension maladroite. Et je crois qu'il faut s'attacher dans cette nouvelle rédaction à reconnaître aux autorités compétentes la possibilité
de désigner les substances dangereuses devant être interdites par le droit communautaire et s'opposer de façon ferme à leur importation chaque fois qu'elle sera inscrite au sein de ce même droit. Merci. Monsieur le ministre. Avis favorable. Sur les sous-amendements et l'amendement. Très bien, je mets aux voix le sous-amendement numéro 18 avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets l'amendement numéro 3 ainsi sous-amendé avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 12. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'objectif de cet amendement, c'est d'avoir rapidement un débat sur la vocation de l'Union européenne en matière agricole. Dire que l'Union européenne, grâce au succès de la politique agricole commune, est une puissance mondiale majeure du commerce agricole et du commerce agroalimentaire. Rappeler des chiffres. Par exemple, en 2023, l'Union européenne a un excédent agroalimentaire de 70 milliards d'euros. Excédent agroalimentaire de 70 milliards d'euros. C'est un record. Et pourquoi est-ce que je souhaite que nous rappelions quand même brièvement cet état de fait et cette puissance qu'a l'Union européenne en matière agricole et agroalimentaire? C'est que parfois, sur ce sujet de la régulation et sur ce sujet des normes, on peut partir de bonnes intentions, mais ensuite on va se rendre compte dans la mise en œuvre qu'on va créer des difficultés, on peut entraver le travail d'un certain nombre de filières. Donc je ne souhaite pas que la réflexion qui est importante et qui est intéressante lancée par nos collègues soit totalement dissociée aussi des réalités économiques et de la nécessité que nous avons de garder l'Europe comme une puissance mondiale en matière agricole. Merci. Alors cet amendement fait l'objet de 2 sous-amendements identiques. Madame Thomain, pour la présentation du numéro 15. Merci Monsieur le Président. Donc nous proposons un sous-amendement qui n'obère pas la portée du premier. En revanche, nous avons souhaité en proposer une autre formulation. Sur le début de votre formulation, rappelez que l'Union européenne est une grande puissance agricole avec des moyens, un savoir-faire unique, pas de difficultés majeures. En outre, c'est sur la suite que nous souhaitons apporter un certain nombre de modifications puisque être une grande puissance exportatrice n'aurait pas de sens en l'état de façon stricte si nous continuions d'avoir sur certaines filières de grandes dépendances vis-à-vis de l'extérieur. Et donc la réduction de nos dépendances et la croissance économique de nos filières sont 2 facteurs clés de notre souveraineté. Je propose que nous rappelions dans la formulation notre fierté de produire, d'être de grands producteurs agricoles, ainsi que la nécessité pour l'Union de maintenir les conditions d'un juste échange. Ça me paraît plus légitime pour englober toutes les vocations de notre agriculture. Donc avis favorable sous cette condition. Je vous remercie. Monsieur Potier pour la présentation, si vous le souhaitez, le numéro 16. Je le défends maintenant. Si vous souhaitez le présenter, je pense que c'est un tout. Effectivement, on a travaillé ensemble, y compris avec notre collègue d'Ensemble pour la République. Réaffirmer la puissance agricole de la France, réaffirmer que l'Europe sera puissante si elle a une puissance de production. Ça, je pense que ça peut tous nous rassembler. Et elle doit être une puissance de production et une puissance normative qui dit sa boussole du droit, de ce qui est important pour elle. Bon, les 2 vont ensemble, être une puissance de production et une puissance normative. Et je crois que simplement ce qu'on rajoute, c'est qu'il faut être pour ça un pays producteur. Enfin, je crois beaucoup à la capacité à produire intensément et de façon écologique, ça s'appelle l'agroécologie. Et pour faire de l'agroécologie, il faut être dans une logique de commerce équitable, ne pas être concurrencé de façon déloyale. Et il faut garantir la souveraineté alimentaire de l'Europe et en réciprocité celle des pays tiers. C'est donc une logique de coopération plus que de compétition destructrice, encore une fois, de nos capacités à nourrir le monde qui est en jeu. Donc nous abondons dans votre sens en le précisant avec une puissance productive et normative. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Ce sera un avis de sagesse pour les sous-amendements et un avis favorable pour l'amendement. On peut tout à fait concilier souveraineté et renforcement de la souveraineté alimentaire et puissance exportatrice. Ce n'est absolument pas antinomique là-dessus. Je ne partage pas tout à fait l'avis du député Biteau sur le fait que les vases communicants n'existent pas comme ça.
vous pouvez tout à fait assurer votre souveraineté alimentaire et être une puissance exportatrice. Et d'ailleurs, beaucoup de pays sur bien des secteurs ont cette stratégie-là. Et en ce qui concerne les produits agricoles ou agroalimentaires, c'est le cas, et ce doit être encore plus le cas de la France. Je souscris totalement aux propos du député Charles Cizensoul, puisque si vous regardez notamment ce que les accords commerciaux ont permis au niveau de l'export français sur les produits agricoles et agroalimentaires ces 10 dernières années, on est passé de 50 milliards d'excédents à 70 milliards, c'est plus de 40%. On a besoin de continuer à promouvoir justement ces routes commerciales qui sont favorables à notre pays, qui sont favorables à nos industries agroalimentaires et à nos agriculteurs. Donc on a besoin de le renforcer. Et je le dis parce qu'on voit bien que dans les débats, parfois, on vient confondre la nécessité de continuer à renforcer le fait que la France est une puissance exportatrice, 6e exportateur mondial. On a besoin de continuer à être cette puissance exportatrice. Et c'est même une condition sine qua non de notre prospérité pour pouvoir assurer notre propre souveraineté alimentaire. Donc on a besoin des deux. C'est pourquoi c'est un avis favorable à l'amendement 12 et un avis de sagesse au sous-amendement. Je vous remercie. Je mets aux voix. Alors, une demande d'intervention. Monsieur Cizenstuhl. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de me redonner rapidement la parole, mais puisque c'est un amendement que j'ai déposé et qui a été sous-amendé et qui a quand même eu une discussion, moi, ces deux sous-amendements ne me posent pas de problème, parce que je pense que la volonté générale au sein de l'hémicycle, c'est quand même que sur ce texte, je ne sais pas s'il y aura un consensus, mais en tout cas qu'on sorte quand même de nos groupes politiques et qu'on puisse de façon majoritaire tomber d'accord sur des orientations. Donc ce sont des nuances. Et donc, je considère que ces sous-amendements sont complémentaires avec l'idée que j'ai déposée. Et donc, moi, je les voterai bien volontiers. Et je remercie les deux rapporteurs d'avoir complété mon texte. Je vous remercie. Nous passons au vote sur le sous-amendement, sur les sous-amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Sur l'amendement numéro 12, ainsi sous-amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 10, Monsieur Potier. C'est le dernier que je défendrai, c'est le dernier, mais ce n'est pas le moindre. La question, on a beaucoup parlé de normes sociales, de normes environnementales, de normes sanitaires. Il importe au groupe socialiste, et je pense au-delà du groupe socialiste, de porter les normes sociales. Ça a été rappelé, je crois, en commission des affaires économiques. Je ne sais plus quel groupe avait posé cette question des normes sociales. Et nos collègues d'Ensemble pour la République se sont émus du manque de définition de ces normes sociales. Est-ce que c'est le SMIC européen, le régime des retraites européen ou français qu'on va imposer à nos partenaires commerciaux? Nous avons voulu être clairs sur ce sujet et c'est la visée de cet amendement. La référence qui est la nôtre, ce n'est pas la projection de notre propre système social dans les négociations commerciales, c'est la référence à la Charte européenne des droits sociaux et c'est bien sûr les recommandations de l'Organisation internationale du travail. Et je voulais le dire avec force à Jean-Paul Lecoq. Dans notre esprit, nous incluons totalement l'ensemble des travailleurs de la terre, qu'ils soient entrepreneurs, agriculteurs, exploitants ou salariés agricoles, salariés de l'agroalimentaire. Donc la Charte européenne des droits sociaux, comme l'OIT, ne distingue pas le statut, mais défend la personne humaine dans ses droits, dans sa sécurité, dans ses garanties, dans sa dignité, dans sa sécurité au travail. Et les salariés agricoles, que nous ne citons pas assez, ils sont plus nombreux que les paysans aujourd'hui, sont totalement inclus. Et je pense que ça vous fera plaisir. Donc voilà, c'est une précision qui était attendue, ne pas être dans une recommandation évanescente qui nous amène on ne sait où, mais préciser qu'il y a un droit européen et que finalement, ça sera mon dernier clin d'œil, les directives européennes de devoir de vigilance et de CSRD ne visent qu'à mettre en œuvre effectivement ces recommandations onusiennes qui ont notamment été bâties il y a une dizaine d'années et que la France s'honore, pour laquelle la France s'honore d'être pionnière dans leur mise en œuvre effective. Merci. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Oui, un ajout bref et rapide à cette réflexion. Vous dire que lors de la réflexion au sein de la Commission des affaires économiques, les filières nous ont rappelé ou alerté sur les conséquences sociales d'un accord comme celui du Mercosur. Nous sommes encore au soubresaut de cette réflexion sur l'intégration dans ces mesures miroirs de paramètres sociaux. Mais en tout cas, lorsqu'on importe des produits agricoles en France et en Union européenne, nous souhaitons que
les ouvriers agricoles et les paysans sud-américains puissent bénéficier des mêmes droits que les paysans français et européens. Les échanges existent, les échanges sont déjà là. Quand je discute avec les laitiers du Finistère, ils me disent qu'ils voyagent, qu'ils vont au Brésil, qu'ils vont se former là-bas, qu'ils apprennent, qu'ils découvrent. Et je crois que cette réflexion sur l'impact social, c'est aussi une réflexion qui est souhaitée par un certain nombre de nos représentants du monde agricole. Et nous devons, oui, cher collègue Lecoq, renforcer la protection des producteurs et des salariés agricoles. C'est une réflexion qui est fondamentale si l'on veut toucher à tous les sujets d'importance et prioritaires pour les agriculteurs et le monde agricole en général. Je vous remercie. Monsieur le ministre, favorable. Je le mets aux voix avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le numéro 2, Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Oui, par cet amendement, je souhaite apporter une petite précision. Comme je l'avais dit d'ailleurs dans mon propos liminaire, nous attachons beaucoup d'importance à ce que l'on puisse continuer à progresser sur le chemin d'une harmonisation équitable des normes à l'intérieur même de l'Union européenne, entre les différents États membres de l'Union européenne, pour qu'il n'y ait pas évidemment de distorsion de concurrence ou de concurrence déloyale à l'intérieur même de l'Union européenne entre États membres. Cette harmonisation européenne nous semble importante pour garantir l'égalité de traitement entre les producteurs européens, mais aussi renforcer la cohésion et la cohérence du marché intérieur. Mais je souhaite faire savoir que cette harmonisation européenne que nous devons continuer à consolider, à renforcer, se fasse sur la base des textes européens eux-mêmes et qu'elle ne tienne pas compte, qu'elle n'intègre pas les éventuelles surtranspositions auxquelles tel ou tel État membre voudrait se livrer ou se serait livré. Rester sur la base des textes européens eux-mêmes pour aller vers cette harmonisation européenne des normes que nous appelons de nos voeux. Il faut la consolider, elle aussi. Je vous remercie. Je vous annonce que sur le vote de l'amendement de l'article unique, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame la rapporteure, votre avis sur l'amendement numéro 2. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je comprends et partage votre souci de réflexion sur la question de l'harmonisation interne à l'Europe. Toutefois, notre proposition de résolution, elle évoque déjà cette question à l'alinéa 54, puisque il dit à cet alinéa 54 que la Commission européenne encourage un processus d'harmonisation dans la mise en œuvre des normes environnementales et sanitaires entre les États membres en documentant les écarts dans l'application des procédures nationales d'autorisation de mise sur le marché des produits phyto afin de chercher à les réduire. Et donc cette rédaction nous paraît satisfaire aujourd'hui à l'objectif poursuivi par votre amendement. Et à ce titre, nous considérons que votre amendement n'apporte qu'une précision qui demeure à la marge, qui n'est pas indispensable au texte. Nous voulons recentrer le débat en indiquant que notre principal souci, ce sont les comportements déloyaux. Ce sont principalement ces sujets de concurrence déloyale que nous voulons mettre en avant à travers notre texte, les distorsions imposées par les pays tiers. Donc je vous invite évidemment à les combattre avec moi en soutenant cette proposition de résolution, mais vraiment je souhaite qu'on puisse contourner quelque part cet amendement qui recentrerait une question qui n'est pas prioritaire dans le texte. Pour ces raisons, je vous demande le retrait de votre amendement, où j'émettrai à défaut un avis défavorable. Je vous remercie. Il est retiré. Très bien, je vous remercie. Nous en venons au vote. Donc, d'abord sur l'amendement, sur l'article unique, pardon. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 90, exprimé 77, majorité 39, pour 77 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Nous en venons à l'amendement sur le titre. Il y aura un deuxième scrutin public sur l'ensemble de la résolution, mais il y a un amendement sur le titre. Monsieur Potier. L'occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à cette unanimité,
un travail de fond qui est né encore une fois dans la commission sur l'échec des politiques en matière de réduction des pesticides. Pour protéger le pacte vert, nous avons besoin d'une justice économique. C'est ça le principal message. Pour protéger le pacte vert et la transition agroécologique qui peut sauver la Terre et sauver notre humanité, nous avons besoin de justice et de protection, d'échanges justes, simplement. Et c'est ce que redit finalement le titre que nous proposons. Nous sommes partis de ce combat de fond. Nous avons chargé l'actualité du Mercosur. Nous proposons de rétablir un titre simplement plus juste qui dirait que notre résolution unanime porte contre l'accord UE-Mercosur et pour un juste échange, garant de la souveraineté agricole et alimentaire, j'ai envie de dire ici et ailleurs, à la fois avec une fierté française, et cette fierté française, c'est un dessein universaliste. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, pourquoi modifier ce titre? Eh bien, je crois que l'ambition principale de cette modification, c'est d'abord et avant tout d'afficher en premier lieu ce combat collectif que nous menons contre l'accord UE-Mercosur. C'est très important à la fois pour la lisibilité de ce combat, mais aussi pour donner l'occasion aux citoyens de mieux s'en saisir, que nous avons souhaité apporter cette modification. Donc je suis pleinement favorable à votre amendement. Il réaffirme évidemment aussi notre engagement sans faille pour une véritable souveraineté alimentaire au sein de notre Union européenne, pour l'intérêt général européen. Et puis je terminerai aussi cette réflexion en vous disant, mesdames, messieurs les députés, que pour nous faire entendre auprès de l'exécutif européen. Je pense que nous avons cette capacité et cette force au sein de notre Parlement national, mais aussi en comptant sur le soutien de nos parlementaires européens. Eh bien, nous avons besoin tout simplement d'un titre de combat. Donc, avis favorable et je compte sur votre soutien. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. Je pense que le titre initial avait le mérite d'être peut-être un peu plus chapeau et un peu plus macro. Ceci dit, si l'Assemblée nationale veut y préciser la particularité du cas du Mercosur, c'est évidemment son choix le plus souverain. J'en profite, Monsieur le Président, et puis ça fera une transition avec l'examen qui va suivre par ailleurs. J'en profite pour vous remercier, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, pour ce travail, qui est un travail utile, qui est un travail de renforcement de ce que l'on pense et ce que l'on défend en France et en Europe. Et donc c'est un travail nécessaire qui, ça ne m'étonne guère, reçoit l'unanimité de l'Assemblée parce que, et je le répète, et ça sera ma conclusion, nous devons, je crois, réussir à converger. Il y a encore beaucoup de travail pour que finalement la question de la norme en Europe ne soit pas vue comme un adversaire de la compétitivité. C'est vrai pour le monde agricole, c'est vrai pour l'ensemble du monde industriel et commercial. Voilà. Et je crois qu'on a, dans les prochains jours et les prochaines semaines, c'est vraiment du court terme, hein, on a vraiment un combat commun à mener. Madame la rapporteure, vous avez parlé d'un titre de combat. Je crois qu'au-delà du titre, il faut qu'on ait une convergence de combat en France, en Europe, par rapport à cette compétition économique mondiale qui se dessine. Je vous remercie. Madame la Présidente Trouvé, vous souhaitiez prendre la parole? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme je ne sais pas si j'aurai à nouveau l'occasion d'intervenir sur ce texte, j'en profite simplement pour saluer le travail que nous avons eu en Commission des affaires économiques comme en Commission des affaires européennes et en séance. Simplement dire qu'en Commission des affaires économiques, je tiens à le souligner, nous avons notamment introduit 2 points qui me semblent fondamentaux. La possibilité d'activer des clauses de sauvegarde qui existent dans le droit international ou encore l'interdiction totale de l'importation de produits traités avec les substances les plus dangereuses. Je vous remercie. Donc, je mets aux voix cet amendement sur le titre, avec un avis favorable de la commission, sagesse du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'ensemble de la proposition de résolution par un scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 93, exprimé 79, majorité 40 pour 79, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Je suspends la séance pour 5 minutes.